Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Ego. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cet épisode de Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Nous rencontrons cette semaine Anne Panasoc, une femme de cœur et de conviction dont les reportages journalistiques rigoureux ont véritablement changé notre société. Anne Panasoc a d'abord pratiqué l'anthropologie, qu'elle a d'ailleurs enseignée. Elle est ensuite devenue journaliste pendant 38 ans, dont une dizaine d'années à l'émission Enquête. Elle s'est rendue pour la première fois dans les communautés Innu pendant ses études auprès du grand anthropologue Rémi Savard. Au fil des ans, Anne Panasoc est ainsi devenue une spécialiste des Premières Nations, dont elle a fait connaître les préoccupations, les difficultés, mais aussi les aspirations et les espoirs au fil de ses reportages. Anne Panasoc a récemment réalisé une grande enquête sur les enfants autochtones envoyés à l'hôpital pour y être soignés et qui ne sont jamais revenus sans que leurs parents sachent s'ils étaient morts ou encore vivants. Une enquête troublante, poignante, qu'elle nous a fait découvrir par un reportage télévisé puis une balado et maintenant un livre, Awasat, à la recherche des enfants disparus, un livre paru en 2021 aux éditions Édito. Poursuivant son travail inlassable de défense des Premières Nations, Anne Panasoc est aujourd'hui conseillère du ministre aux Affaires autochtones du Québec, Yann Lafrenière. Sédentarisation forcée, déportation, silence et reprise de parole, voici certains des thèmes qu'aborde aujourd'hui Anne Panasoc au micro de Catherine Ego. Anne Panasoc, bonjour. Bonjour. À l'hiver 2014, vous avez reçu un appel d'une amie à vous, Marie-Marthe Malek, qui vous appelait à l'aide pour une amie à elle, qui s'appelle Louisa et dont la sœur avait disparu. Et cette sœur avait disparu en fait au début des années 1970. Elle s'appelait Odette, elle avait 1 an. Elle a été emmenée en avion toute seule pour être soignée pour une grippe qui ne guérissait pas et elle n'est jamais revenue. 40 ans plus tard, sa sœur la cherche. Et là, vous lancez une enquête, vous tirez sur un petit bout de fil qui va détricoter un écheveau très long, un écheveau d'abus, de souffrances répétées, nombreuses et très très répandues. Qu'est-ce que vous faites quand vous recevez cet appel-là? Mais je pensais que c'était un cas unique. Et ce qui m'avait troublée dans l'histoire de Louisa, c'est qu'elle m'avait dit « Je suis allée à l'hôpital de Blanc-Sablon où l'enfant avait été envoyé. Et on est dans une région là, du Québec où il n'y a pas de route. Hein. C'est pas facile de se rendre de Pakwashipi à Blanc-Sablon. Je suis allée à l'hôpital et on m'a dit que le nom de ma sœur ne se trouvait pas dans les archives. Et c'était ça qui m'inquiétait. Alors, si l'enfant était envoyé à l'hôpital, nécessairement, il y a des traces écrites. Si tout le dossier médical n'existe plus 40 ans plus tard, il y a toujours ce qu'on appelle un sommaire. Alors, je veux dire, il y a quand même des informations qu'on pourra aller chercher. Mais je pensais que c'était un cas unique. Je pensais aider une personne. Mais c'est qu'à la fin de la conversation, Louisa me dit, ce n'est pas le seul enfant, il y en a 8 autres qui, dans une période assez restreinte quand même, j'ai calculé 18 mois, en tout cas moins de 2 ans, 9 enfants de la communauté qui sont partis à l'hôpital de Blanc-Sablon qui ne sont pas revenus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 9 enfants dans ce village, c'est 20% des enfants. C'est donc un enfant sur 5 qui est parti à l'hôpital seul, c'est-à-dire sans les parents, et qui n'est jamais revenu. Et là, les parents ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Certains m'ont dit, on a reçu un appel, un appel, c'est plutôt quelqu'un, il n'y avait pas de téléphone dans la communauté, c'est ça qu'il faut savoir. J'ai su que mon enfant était décédé par quelqu'un du village en face, mais je sais pas de quoi, je l'ai pas vu mort, j'ai pas eu d'avis de décès, je sais pas de quoi il est décédé, où est-il enterré. Certains n'avaient aucune information. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le contexte. Les gens me disent, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi ils n'ont pas cherché? Pourquoi ils ne sont pas allés à l'hôpital de Blanc-Sablon? Pourquoi ils n'ont pas exigé d'avoir des informations? Et il faut savoir ce que c'était à cette époque-là au Québec, dans certaines communautés autochtones. Pakwashipi, les Inuits, ce sont des Inuits, c'est la nation Innu, ce sont les derniers à avoir été sédentarisés au Québec. Ils ont eu leur première maison en décembre 1971. Des maisons qui ne comportaient ni électricité, ni eau courante, ni égout, et encore moins le téléphone. Et ils commencent à se sédentariser. Alors, comment rejoindre l'hôpital de Blanc-Sablon pour exiger en français, alors qu'on parle pas le français, qu'on n'a pas le téléphone, on ne peut pas se rendre, on n'a pas les sous pour se rendre. Vers qui se tourner? C'est ça que j'explique dans le livre, c'est la distance géographique, mais aussi culturelle, et ça s'est passé dans d'autres communautés éloignées, parce que le modus operandi, c'est ça, les communautés éloignées, les parents ne peuvent pas se rendre sur place, ne savent pas comment, ils n'ont pas les moyens de le faire, et donc sont restés dans le silence. C'est un silence qui leur a été imposé. Et c'est impossible de faire un deuil dans ce temps-là.
sans dépouille, sans même un avis de décès, sans avoir vu le corps. C'est impossible. Donc 40 ans plus tard, cette douleur-là ressurgit. Est-ce que les gens s'en parlaient entre eux quand même? Ils s'en parlaient entre eux dans la communauté. Et je dis, moi, aux Québécois, là, si vous lisez le livre, moi, je veux pas culpabiliser personne. Je veux pas... comment ça, vous savez pas? Je ne savais pas en 2015, en 2014. Et je fréquentais les Inuits. Je suis allée déjà à Pakwashipi dans les années 70. Ouais. On m'avait jamais parlé de ça. J'avais jamais entendu parler de ça, Catherine. Probablement pour toutes sortes de raisons que j'explique dans le livre, mais entre autres, la culpabilité, beaucoup de la part des parents. J'ai pas su prendre soin de mon enfant. J'ai pas pu le protéger. Et puis une espèce de résilience, mais pas du côté du bon sens du terme résilience, dans le sens de il faut continuer à vivre, j'ai d'autres enfants à m'occuper. Et d'autres enfants partaient au pensionnat, ils ne revenaient pas non plus. Ouais. Alors bon. Alors, ils en parlaient probablement entre eux, mais pas vraiment en dehors de la communauté. Et c'est ça que j'ai réalisé avec le temps et en faisant les différents reportages, c'est que ça a pu mettre en communication les gens. Et dernièrement, cet été, il y a eu un événement extraordinaire parce qu'il y a eu un campement qui a été organisé en territoire Atikamekw. Donc, c'est une autre nation. On est dans Haute-Mauricie, là, au centre du Québec. Et les Inuits de Pakwashipi, des Inuits de Pakwashipi sont venus là-bas. C'est un trajet de 2 jours, là. Et il y avait aussi des Anishinaabe, il y avait des cris. Mais la rencontre, et c'est là que j'ai réalisé que les familles disaient, j'osais pas en parler avant. Là, je savais que, bon, ma belle-sœur, dans la communauté, ça s'était passé. Ils ont réalisé ensuite que ça s'était passé dans d'autres communautés de leur nation. Et là, ils s'aperçoivent que ça s'est passé dans d'autres nations autochtones, chez d'autres nations autochtones. Alors, dans toute la question de la culpabilité, je l'ai vu se dissoudre. Oui. Ce n'est pas moi qui n'a pas su. C'est un, j'ose pas dire système, mais c'est une façon de faire qui fait en sorte que les familles au Québec, à travers différentes nations autochtones, ont été pris dans cette situation à ne pas savoir ce qui s'est passé avec leur enfant qui a disparu. Et ça, là, ça a changé complètement la donne parce que elles se sentaient coupables, les familles. Il y a eu beaucoup de silence. Et là, tout à coup, c'est devenu autre chose. Ah, il faut en parler. Parce qu'en parler, se taire, c'est épouvantable. Il faut en parler et il faut s'organiser. Et là, j'ai vu les victimes se transformer vraiment en survivants, là. Et en autre chose, même plus, puisque maintenant, il y a une association de familles d'enfants disparus. Pour revenir à Pakwashipi, il y a un phénomène très particulier. Qu'est-ce qui s'est passé en 71-72? Les gens ont été sédentarisés. Parce que vous, c'est quand même 9 enfants, c'est beaucoup. Vous avez finalement eu accès, après beaucoup de démarches et d'insistance, à leurs dossiers médicaux. Le dossier médical indique pour 8, parce que pour le 9e, vous n'aviez pas l'autorisation de la famille, mais pour 7 des 8 qui sont morts d'une bronchiolite ou d'une bronchopneumonie, et la 8e serait morte d'avoir aspiré de la nourriture alors qu'elle était trop petite pour manger. Ouais. Mais plusieurs sont morts de manière très soudaine, dont un qui n'était pas malade. Le petit Patrick, il accompagnait sa mère parce qu'elle l'allaitait, et il était en pleine santé, et d'un coup, il est mort. Alors, vous avez mené l'enquête aussi sur les causes. Vous avez envisagé plusieurs hypothèses. Il y avait l'eau, peut-être. Mais au départ, je me suis dit, il y a eu un problème, là, et d'ailleurs, la directrice adjointe de l'hôpital de Blanc-Sablon avait fait une demande aussi auprès du coroner. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une épidémie? Est-ce qu'il y a eu un événement? L'eau, là, mais on m'a dit non, l'eau, on savait très bien où aller. Là. Donc, ce sont des maladies pulmonaires. Sauf dans un cas, comme vous dites, Catherine, sauf des maladies pulmonaires que moi, je trouve assez bénignes. Évidemment, quand on en parle en 2020-2021, est-ce qu'à l'époque, c'était bénigne? Mais dans au moins 2 cas, l'enfant avait reçu son congé. L'enfant allait mieux. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui me trouble. Et il y a donc encore beaucoup de recherches à faire de ce côté-là. Il y a un médecin qui m'a troublé, qui m'a dit, qui a travaillé là plus longuement parce que les gens allaient quelques mois donner un peu d'aide, puis revenaient vers Québec ou Montréal. Mais il y a une femme médecin qui était là, puis elle me dit, vous savez, lorsque les enfants arrivaient, ils étaient moribonds. Puis elle m'avait parlé en anglais, moribund. J'ai été vérifier tout de suite dans le dictionnaire. Est-ce que ça veut dire la même chose en français? Parce que des fois, il y a des faux amis. Hein. Oui, ça veut dire la même chose. L'enfant arrivait moribond. Ça veut dire qu'il arrivait dans un état tel que sa bronchiolite avait dégénéré. Et là, je voulais savoir pourquoi. On a tenté de déporter les Inuits et comme ils sont revenus dans leur coin de pays, on les a punis. Ils n'avaient pas d'aide. Ils ont été laissés seuls. Ils ont été abandonnés. Et c'est ça qui s'est passé. Avant qu'on décide d'envoyer l'enfant à l'hôpital, ça prenait tellement de temps qu'il était vraiment malade. Il était moribund. Dans les autres cas, il va falloir vraiment faire de la recherche parce que moi, j'ai fait un travail journalistique avec eux, avec les procurations des parents et l'hôpital, je dois dire. Maintenant, je réalise, ils ont été assez collaborateurs quand même. Ils nous ont ouvert les archives médicales, mais on n'a pas eu d'explication de la part des médecins. Et
les familles me disent encore aujourd'hui, Anne, es-tu certaine qu'ils nous ont donné tous les dossiers? Voilà, quand vous annoncez la nouvelle aux familles, parce que certaines entretenaient un peu l'espoir que l'enfant serait vivant, mais là, d'un seul coup, ils ont un peu la confirmation que les enfants sont morts, puis ils le croient pas non plus, pas seulement parce qu'ils veulent entretenir l'illusion, mais parce qu'on leur a tellement menti, qu'ils disent non, mais même tes papiers, ça vaut rien. Ben voilà. Alors Louisa, justement la sœur d'Odette, il y a eu une autopsie sur sa sœur. Elle ne croit pas que le rapport d'autopsie est réel, enfin, est un vrai. Elle me dit c'est un faux. Continuez à chercher, mais qu'est-ce que ça prendrait pour que vous croyiez? Alors, ce que je dis aux familles aujourd'hui, c'est que, et je sais qu'on en reparlera, c'est qu'avec la nouvelle loi qui permet d'ouvrir les archives médicales et religieuses, je dis à ces familles qui ont quand même déjà obtenu quelques informations médicales, refaites la demande. Refaites les demandes parce que la loi va faire en sorte, ça va vous protéger, on va savoir si vraiment tout ce qui existait dans le dossier des enfants vous a été remis, vous sera remis. Et maintenant, il y a une question de confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance, évidemment, aux institutions, au gouvernement, c'est une loi du gouvernement du Québec. Moi, je leur dis, on va aller jusqu'au bout et je vais m'assurer qu'on va jusqu'au bout. Mais bon, est-ce qu'il y a des choses qui ont été détruites? On verra avec le temps. Alors, il va falloir, avec cette nouvelle loi, la loi 79, refaire le processus en faisant en sorte qu'on soit suffisamment transparent pour que les familles fassent confiance que le processus est vraiment correct, va aller jusqu'au bout et qu'ils auront l'information qui existe. Les conséquences de ce bris de confiance, plusieurs autochtones ont dit, notamment chez les Atikamekw, là on n'est plus chez les Inuits de Pakwashipi, mais chez les Atikamekw, on dit nos parents nous ont surprotégés, nous ont couvés parce qu'ils avaient tellement peur qu'on doive aller à l'hôpital. Puis l'affaire de Joyce Echaquan récemment, certainement, n'a pas favorisé la situation. Donc c'est une chose, ça a des répercussions transgénérationnelles. Il y a la douleur, il y a le sentiment de culpabilité. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, les gens de Pakwashipi avaient été déportés. Longtemps, on a voulu regrouper les Inuits dans une seule communauté, enfin les Inuits de la Basse-Côte-Nord, dans une seule communauté, comme on a voulu faire pour les Anishinaabe à Maniwaki, puis qu'on a voulu faire pour les Inuits de la Haute-Côte-Nord à Pessamit. Donc, eux ont fait demi-tour et ils sont retournés chez eux en canot, à plusieurs centaines de kilomètres. Oui. C'était quelque chose. Oui. C'était quelque chose. Et vous savez que les télégrammes s'envoyaient de la part du gouvernement et du missionnaire au blanc en disant « Ne les aidez pas, punissez-les. Ouais. » Et les Inuits ont dit « Ce sont les Blancs, les Allochtones dans les villages de pêcheurs en cours de route qui nous ont aidés. » Parce qu'on avait décidé, le gouvernement et le missionnaire avaient décidé de les punir et donnaient même des indications à la compagnie de la baie du Son. Ne les aidez pas, ne leur donnez pas leur ration, ne donnez pas les provisions. Donc pas d'allocation, pas de ration, pas de soins de santé, aucune aide. À ce moment-là, absolument. Là, vous avez retrouvé les dossiers médicaux pour 8 des 9. Au début, vous vouliez rendre service. Finalement, c'est devenu un reportage pour enquête. Et puis là, la parole s'est libérée dans bien d'autres communautés. Notamment les Atikamekw qui ont dit « Mais nous aussi, aussi, on a des enfants qui ont disparu. » Oui. Après ce premier reportage à l'émission Enquête, les Atikamekw me disent « Mais nous aussi. » Je dis « Mais non, ça n'a aucun sens. » Et là, on s'aperçoit que dans les 3 communautés Atikamekw, il y a 3 communautés, 3 villages. Vraiment, là, j'avais juste à me promener, les gens m'arrêtaient puis ils me disaient « Nous aussi, on a ça dans la famille, nous aussi. » Alors finalement, on est rendu à 45 enfants Atikamekw qui ont disparu ainsi. Puis, on n'a pas fait le tour encore, là, mais on sait qu'il y en a au moins 45. Alors, et je m'aperçois que c'est un modus operandi dans les communautés éloignées, où il n'y avait pas de route, où les routes étaient peu accessibles, où les gens étaient encore beaucoup sur le territoire. On appelle ça être sur le territoire, donc encore dans le bois, en train encore de chasser, ou tout simplement d'aller couper du bois comme bûcheron. Les enfants étaient envoyés seuls à l'hôpital, enfin sans leurs parents, là, par avion, des fois par train, et pouf, il n'y a plus de nouvelles. Et pourquoi les hôpitaux donnent pas de nouvelles? On ne sait pas. Évidemment, c'est compliqué. Ils n'ont pas toujours le téléphone, ils sont sur le territoire, et c'est impossible pour les parents d'aller voir ce qui se passe, d'aller visiter. Et puis il y a des histoires d'horreur, comme ces parents qui finalement vont à l'hôpital, on représente un bébé dont ils disent « mais c'est pas le nôtre ». Oui. On leur présente un bébé dans une boîte. Oui, c'est le cas de Lauriana.
Oui. Moi, j'ai découvert, c'est pour ça que je ne veux pas culpabiliser les Québécois, parce que j'ai découvert à travers les reportages différents gestes et une façon de faire malheureuse. Et avec Lauriana, les parents me disaient c'était pas le nôtre. Puis elle a été enterrée en dehors du cimetière, à Joliette. Alors qu'elle était baptisée. Oui, au départ, je me disais, ça se peut pas. Puis le directeur du cimetière nous a dit, non, c'est pas possible. C'était un champ de patates, là. Maintenant, il y a un édifice. Puis j'ai cherché des archives visuelles pour montrer aux parents, en disant peut-être qu'ils sont trompés. Et jusqu'à ce que je trouve un témoin qui me dise, non, elle a été enterrée en dehors du cimetière pour punir les parents. Ah, pour punir les parents, parce qu'ils avaient demandé des nouvelles ou... Oui, elle dit que c'était en termes de punition de la part de l'agent des affaires indiennes. Encore là, moi je leur ai dit, refaites les demandes de façon à ce qu'on documente toute la question, mais il y a un témoin qui me dit ça quand même. Alors je dis, les parents, je les croyais pas sur le fait que l'enfant était enterré en dehors du cimetière. Et quand ils me disaient, c'est pas notre enfant qu'on nous a présenté, je me disais, oh mon Dieu, est-ce possible? Mais là, je les ai... Un doute, voilà. Ouais. Voilà. Parce que c'est douleur sur douleur, la douleur de voir son enfant malade, de le voir disparaître dans un avion ou dans un train, ensuite de pas en avoir de nouvelles, ensuite qu'on nous dise peut-être il a été enterré dans un endroit où on peut pas se recueillir parce que maintenant c'est construit, c'est douleur sur douleur sur douleur. Mais oui. Alors ce sont des douleurs qui sont individuelles puis qui sont collectives aussi. Vous parlez de blessures collectives, est-ce que vous auriez jusqu'à dire que c'est un trauma collectif? Ah oui, absolument. Vous aviez parlé, puis je voulais rebondir là-dessus sur le fait que oui, c'est transmis aux générations, c'est sûr. Hein? Les frères et sœurs disent ça aurait pu être moi, j'ai pas été envoyé à l'hôpital, puis certains ont eu des séquelles parce qu'ils ont pas été envoyés à l'hôpital justement parce que les parents craignaient de les voir disparaître. Il y a des enfants qui ont disparu, qui ont été adoptés. Mais comment aujourd'hui, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est voilà un homme ou une femme de 40 ans aujourd'hui qui a perdu un frère, une sœur à l'hôpital, qui a vu ses parents pleurer de ça, qui a été abusé sexuellement toute son enfance par un missionnaire et dont les parents sont allés au pensionnat avec tous les traumas que ça voulait dire et qui ont perdu les enfants. Pensez-vous que ces familles-là sont vraiment sereines aujourd'hui? Et qu'elles sont prêtes à accepter la réconciliation comme on en parle aujourd'hui? Non. Il y a des plaies à guérir. Il faut commencer par guérir, réparer. Comment est-ce qu'on guérit ça? Faudrait leur demander. Je pense que c'est à chacune des communautés, chacune des familles. Il y a des familles qui se sont tournées vers des rituels plus traditionnels pour justement guérir. D'autres qui continuent à croire à la religion catholique et qui font des prières. Ils ont chacun leurs moyens de faire, mais je pense que nous, il faudrait leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux, là, pour guérir. Mais nous, de notre côté, nous, Québécois, institutions québécoises, gouvernement, il faut réparer. Il faut commencer par donner les informations. Il faut d'abord permettre aux parents de savoir ce qui est arrivé à leur enfant et où est-il maintenant. Et la loi prévoit ça, d'aider les familles, mais aussi possiblement exhumer des corps, lorsque ça sera possible, de chercher un enfant qui aurait été adopté de façon illégitime. Avant de parler de réconciliation, on est un peu loin. Vous venez de parler d'adoption parce que l'espoir des familles n'était pas complètement en l'air, parce que notamment chez les Atikamekw, on a retrouvé les enfants qui avaient été déclarés morts par l'hôpital, puis ils avaient été adoptés par des familles blanches. Alors on comprend la méfiance. Même on parle de cette jeune fille Émilie qui a été retrouvée 30 ans plus tard lourdement handicapée alors qu'elle ne l'était pas quand elle est partie. La famille se dit mais ils ont fait quoi? Est-ce qu'on a fait les expérimentations sur elle? Ça laisse place à toutes les suppositions les plus optimiste. Ah, elle est bien, elle est en vie quelque part, au plus horrifiant. Mais c'est ça, vous parlez d'Émilie, puis son frère qui avait disparu à peu de temps on avait dit aux parents, Tony est décédé. Mais il l'était pas. Il est décédé 7 ans plus tard. C'est cette année qu'on a volé à la famille et à l'enfant. Et elle, Émilie, 30 ans plus tard, puis dans un état, évidemment, qu'on n'arrive pas à s'expliquer encore aujourd'hui. Et j'espère un jour que la famille va avoir des réponses. Mais là, malheureusement, la mère est décédée cet été, mais la famille veut avoir de l'information, veut savoir ce qui s'est passé avec Émilie. Mais ils ont pu la retracer, heureusement, quand même. Elle est morte dans sa famille. Elle est morte dans sa famille, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait? Est-ce que c'est possible que pendant 30 ans, des institutions décident de ne pas donner de nouvelles à la famille concernant l'enfant? Est-ce que ça aurait pu arriver à des Blancs? Il n'y a pas d'enfants blancs disparus. Non. C'est ça n'est pas trouvé. Pas arrivé.
Pour revenir à la guérison, vous demandiez ce que nous, allochtones, on peut faire. Vous êtes maintenant conseillère du ministre aux Affaires autochtones du Québec, Yann Lafrenière. Quelles sont vos attributions dans le cadre de ce mandat-là? Quelle histoire, hein? Moi, je pensais prendre une retraite, faire du canot, du ski, je sais pas, puis m'occuper de mes petits-enfants, justement. Et tout à coup, je décide, on m'approche pour écrire le livre. J'ai pas eu l'idée, c'est l'éditeur qui m'a dit, et j'ai dit, et pourquoi pas, on va rejoindre davantage de gens. Mm-hmm. Et arrive Joyce et Echaquan. Bon, et toute cette tumulte dans la communauté québécoise, et puis on décide d'avoir cette loi, la loi 79, avec le nouveau gouvernement, avec le ministre Yann Lafrenière, et il m'approche pour me dire, vous allez être ma conseillère spéciale dans le domaine. Et je trouvais ça difficile. J'avais toujours dit aux Inuits et aux Atikamekw, je ne vous laisserai jamais tomber. Mm-hmm. Ils avaient commencé à créer une association et j'ai dit, je serai toujours là. Je sais pas ce que je peux faire, mais je serai toujours là. Vous pouvez compter sur moi. Alors, quand on m'a approché et que les gens m'ont dit, j'ai demandé la permission de parler à des aînés et des familles, là, lorsque le ministre Lafrenière m'a approché, j'ai dit, je vais quand même parler aux gens, voir, est-ce qu'ils me font confiance? Est-ce qu'ils ont envie que je fasse ça? Mm-hmm. Je suis une blanche, hein? Mm-hmm. Bon. Et là, les gens m'ont dit, oui, il faut absolument, on te fait confiance. Et c'est là-dessus qu'a tablé le ministre Lafrenière qui a dit, les gens te font confiance, alors tu vas être ma conseillère. Donc, c'est pour l'application de cette loi-là. Donc, je fais pas tout le travail clérical, mais c'est d'informer, de faire le lien entre le gouvernement et donc cette direction de soutien aux familles qui existe et qui, elle, achemine les demandes aux différentes institutions, mais à la demande des parents. Donc, je fais le lien avec les communautés autochtones, les familles, les informer sur la loi 79, leur dire qu'est-ce que la loi peut leur permettre de faire, comment on va faire la demande, comment on fait les demandes, de façon à ce que le soutien aux familles puisse travailler pour elles et faire ces demandes d'accès à l'information aux institutions, aux établissements de santé, aux services sociaux, aux archives religieuses. Et ensuite, on va les accompagner dans la réponse, parce que moi, je me souviens comment j'étais à l'hôpital de Blanc-Sablon avec les 3 femmes Inuits, puis qu'il n'y avait aucun médecin pour nous expliquer les archives médicales, ça n'a aucun sens. Alors, il faut aussi fonctionner avec les codes culturels des différentes communautés. C'est pour ça que je travaille main dans la main avec Awashak. Oui. Mon travail, c'est de travailler avec cette association qui s'est mise sur pied de familles d'enfants disparus. Awashak, ça veut dire petit être de lumière en Atikamekw. Le mot Awash, Awashish ou Awash, partout dans les langues algonquines, c'est être de lumière. Donc, l'enfant est un être de lumière. Et donc, je travaille avec eux de façon, une fois qu'on aura les informations, là, il faut leur livrer de façon à ce que ça soit compréhensible avec un médecin avec qui ils ont confiance et voir qu'est-ce qui sera possible de faire par la suite et qu'il puisse y avoir une fermeture du dossier, un rituel, mais selon ce que les familles veulent. Les familles peuvent choisir différentes voies et ça sera fait avec Awashak. Et ensuite, moi, je m'assure aussi que le travail se fait en transparence parce que je coordonne un comité de suivi qui va voir comment le travail se fait et voir si la loi est suffisante. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres recommandations à faire pour faire en sorte que les familles, que leurs besoins des familles soient respectés. Vous dites que la loi permet aux familles d'avoir accès à cette information-là. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas le droit avant? C'est-à-dire que le père ou la mère avait théoriquement le droit. Mais si le père ou la mère était décédée, la famille, les frères et sœurs n'avaient pas le droit. C'est vraiment une façon de faire. La loi sur la santé était comme ça. La fratrie n'avait pas le droit de demander le dossier médical. Donc maintenant, avec la loi, c'est que la famille élargie peut faire une demande. Évidemment, on demande une seule demande par enfant, mais que la famille élargie s'entende. Mais n'importe qui de la famille élargie. Ça peut être un neveu, une tante, frère, sœur, peu importe. Et ça, c'est extrêmement important parce que parfois, les parents sont décédés. Mais il est arrivé que, même lorsque le parent était vivant, on n'arrive pas à accéder aux documents. Parce qu'on nous disait, j'ai vraiment un cas concret, pauvre monsieur Awashish, parce qu'il est décédé maintenant, il remplit tous les papiers avec moi et tout pour sa fille, est à l'hôpital de la Tuque, et l'hôpital de la Tuque refuse de donner le dossier en disant, vous n'avez pas de certificat de décès. Oui, mais c'est ce qu'on cherche. Et à force d'insister, ils ont dit, non, mais écoutez, on n'a pas de certificat de décès. Qui nous dit que cet enfant n'est pas adulte aujourd'hui? Et si c'est le cas, c'est à elle de demander le dossier, pas au papa. Parce que le papa a le droit de revoir le dossier, d'avoir le dossier de son enfant mineur. Mais si elle est vivante, elle est majeure, elle est adulte, c'est à elle de demander le dossier. Et à force d'insister, on a réalisé que l'hôpital refusait de donner le dossier parce qu'il y avait pas d'avis de décès à cet hôpital-là. Elle a été transférée ailleurs. Elle est décédée peut-être ailleurs, on ne le sait pas, mais on ne sait pas où elle est envoyée. Alors moi, j'ai fait des demandes dans différents hôpitaux à Montréal, mais on ne sait pas
Là, le papa est décédé, mais bon, il y a une des filles là, qui reprend le dossier. Et maintenant, avec la loi 79, on va savoir. L'hôpital de la Tuque va donner éventuellement le dossier et on saura où l'enfant a été transféré. On fera les demandes à ces différents hôpitaux-là pour voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. L'association Awachak a été formée par 4 femmes, 3 Atikamekw, une Anishinaabe. Maintenant, elle regroupe des gens d'autres nations? Oui, ben en fait, ça, c'est le conseil. En fait, c'est le conseil d'administration temporaire, là, qui était composé de 4 femmes, une Anishinaabe et 3 Atikamekw. Mais depuis, il y a les Inuits se sont joints, et là, ils sont en période de recrutement pour rejoindre aussi les autres nations, parce qu'on a très peu travaillé avec les Anishinaabe. Et en allant juste au Lac-Simon cet été, moi, j'ai trouvé quelques familles immédiatement en une seule journée qui avaient perdu leur enfant. Ça fait qu'il y a certainement plusieurs cas chez les Anishinaabe. On sait qu'il y en a chez les Cris, les Yuichi. Maintenant, faut que l'association les recrute, puis il va falloir aller leur donner de l'information. Et j'ose même pas penser ce qui s'est passé chez les Inuits, Catherine. Comme journaliste, j'ai pas fait de travail auprès des Inuits, j'ai pas du tout enquêté, j'ai pas documenté, mais on sait qu'il y a des cas d'enfants qui ont été envoyés seuls, évidemment, dans les hôpitaux du Sud, ne serait-ce que toute la question de la tuberculose. Il va falloir aller donner de l'information aux Inuits, ce qui n'a pas été fait encore, enfin, pas bien fait, là, on commence. Votre objectif en tant que conseillère du ministre Lafrenière, quel est-il? Est-ce que c'est de retrouver la trace de tous ces enfants-là? Est-ce que c'est d'arriver à ce que les familles trouvent la paix? Répondre aux questions des parents. Il faut répondre aux questions des familles de façon à ce que les familles puissent faire la paix avec ce qui s'est passé, faire le deuil de l'enfant ou le retracer, si c'est le cas. Le reprendre, le ramener dans la communauté si c'est possible, mort ou vivant, là. Il faut répondre à leurs questions. Alors, c'est pour ça à leurs besoins. Alors là, on reçoit les demandes, on voit ce qu'il y en est, on travaille là-dessus. Et puis, c'est ça qui est le plus important. Anne Banasouk, je rappelle que votre livre s'appelle Awasat. Awasat, à la recherche des enfants disparus. C'est un terme inou, les enfants. En inou, c'est des termes très semblables en Anishinaabe, en Cri, Yuichi ou Atikamekw. Et c'est un livre qui se lit vraiment comme une enquête. C'est une enquête journalistique. C'est vraiment à lire. C'est vrai que le livre ajoute quelque chose par rapport à la télévision et à la balado. On est dans le temps plus long. Ouais. Merci Anne Banasouk. C'était un grand plaisir de vous avoir ici. Ça m'a fait plaisir. Catherine Egault s'entretenait aujourd'hui avec Anne Banasouk, journaliste de terrain pendant près de 40 ans, aujourd'hui conseillère du ministre aux Affaires autochtones du Québec, M. Yann Lafrenière. Un immense merci à Anne Banasouk d'être venue en studio au micro de Confluent. Merci aussi à Pierre Degagné à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour réécouter cette entrevue ou faire connaître cette émission autour de vous, rendez-vous au www.missioncheznous.com. Ici Mathieu Lavigne. Ici Catherine Egault. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Confluent. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'antenne de Radio-VM et de Radio Galilée. À bientôt.